nous avons un panel particulièrement intéressant, Antoine. Merci Julien pour ces paroles sympas. Et merci aussi effectivement à cette équipe qui a permis de faire ce qu'on fait ce soir. Bien sûr toi, hein, Louis, qui a été un webmaster remarquable, hein, et aussi Yara, qui a fait un super travail de com sur les médias et sur les réseaux. Donc une belle équipe qui essaie de faire un bon travail. Ça a été un plaisir d'ailleurs et un vrai travail d'équipe que de construire cette plateforme Cap vers l'entraide avec les amis que j'ai cités avant. Outre les cafés dont tu parlais, le compte WhatsApp et les 650 adhérents à peu près, nous, on a organisé ces conférences toutes les semaines. Pas facile à faire toutes les semaines quand même, hein, c'est proche. Et ce soir, c'est la 5e. Donc, on a tenu jusqu'à présent et on va essayer de tenir encore. Et on a pas mal d'autres conférences qui sont en cours de préparation pour les semaines prochaines. Donc, pour conclure et passer la parole ensuite à Pierre, je voudrais effectivement adresser un grand merci aux 100 participants qu'on a en moyenne à ces conférences. Hein. Aux fidèles, il y en a qui se sont inscrits 5 fois. Bravo, hein, et merci. Et puis à vous, aujourd'hui, vous êtes presque 200. Et c'est grâce à ce panel fabuleux à qui nous laissons maintenant la scène. Et je te laisse la parole, Pierre, pour présenter Merci ce panel. beaucoup Antoine, merci beaucoup Julien. C'est bien sûr, donc je suis Pierre de Bourdeau, c'est d'abord un immense plaisir dans ce moment particulièrement exigeant de vous souhaiter la bienvenue pour cette 5e conférence. 5e conférence qui sera ce soir une conférence à forte tonalité économique. Notre objectif aujourd'hui va être de nous aider à mieux comprendre le monde qui naît, à le dessiner, mieux en gérer les conséquences et nous préparer tous à un futur meilleur. Meilleur pour nos entreprises, meilleur pour nos familles et meilleur pour nos pays. Des changements majeurs se font jour. Impact géopolitique. Il est clair que la chaîne d'approvisionnement des entreprises va changer. Impact non seulement géopolitique, mais également le rapport à la croissance qui doit être vu comme durable. La relation nouvelle avec les marques autour de beaucoup plus de confiance. La formidable accélération du digital dans ces derniers jours. Et puis enfin, j'ai envie de dire, personne n'avait imaginé que nos maisons deviendraient nos headquarters. Et pourtant, nos headquarters aujourd'hui, ce sont nos domiciles. Maintenant, attention, ces compréhensions, si elles sont nécessaires, ne sont pas suffisantes pour sortir au plus vite de cette crise. 3 éléments fondamentaux à mes yeux vont être importants. Le premier, ne pas perdre le futur de vue. Il va falloir, plus les crises sont profondes, plus le gisement des opportunités est important, il va falloir aller les chercher et pour construire ce futur meilleur. Deuxième élément fondamental à mes yeux, il va falloir donner du sens à ces changements et garantir que donner du sens, pardon, les expliquer et garantir que les efforts éventuels vont être répartis de façon équitable. Et enfin, comprendre que personne ne se sauvera seul. Personne ne se sauvera seul. C'est ensemble que l'on arrivera, ensemble dans les familles, ensemble dans les entreprises, ensemble dans les collectivités, ensemble dans les pays, ensemble entre les pays, et c'est toute la question de l'Europe, et même ensemble au niveau mondial, que nous permettrons ensemble de parler de ce futur meilleur. Antoine le disait, beaucoup de chance ce soir parce qu'on a un panel de très grande qualité pour nous aider à mieux comprendre ce monde qui finit et ce monde qui vient et les opportunités et les nécessaires adaptations dans différentes dimensions, tant dans les entreprises qu'au niveau de l'Europe. On a Nathalie Rissacher, qui est la CEO de Natexis Portugal, et en même temps, la COO de Natexis ME. Nous avons Carlos Moedas, qu'on ne présente pas, qui est ancien commissaire européen, mais à l'innovation, qui a laissé une trace, j'ai envie de dire, Carlos, indélébile pour le travail que tu as fait, pour la vision stratégique que tu as su avoir et avoir su remettre l'innovation au cœur du projet européen. Et tu nous apporteras cet éclairage européen. Et enfin, Jean-Pierre Le Tartre, ancien président d'EY Europe et en même temps qui a lancé une initiative, qui est président d'une association
Entreprise et Cité et qui conduit ce qu'il appelle les cafés de l'après pour nous aider également à anticiper le retour à une certaine normalité. Voilà, je passe la parole d'emblée à Nathalie. Et Nathalie, pour lancer le débat, vous aurez chacun d'entre vous, mesdames, messieurs, 5 minutes pour répondre à la première question et après, on essaiera d'avoir un débat entre nous qui, nous espérons, sera le plus riche et le plus éclairant pour apporter de l'espoir, parce que de toute façon, il n'y a que l'espoir qui peut nous aider à sortir de ce moment particulier. Nathalie, donc quelles sont les leçons que tu tires et comment, quelles sont les adaptations que tu vois se dessiner pour ces mois et ces années que nous avons devant nous? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Pierre pour cette introduction. Donc en effet, cette crise, c'est une belle opportunité d'apprentissage et nous avons beaucoup de leçons à en tirer. Mais peut-être avant de parler de mon expérience, ce que je voudrais d'abord, c'est exprimer toute ma compassion pour celles et ceux qui ont souffert et qui continuent à souffrir de cette crise, parce qu'ils ont perdu un proche ou un travail ou qui sont dans des conditions compliquées. Et comme tu le dis, Pierre, nous avons besoin aussi de prendre du recul par rapport à cette crise. Et c'est le choix du débat de ce soir et je suis vraiment ravie de pouvoir y participer. Donc, Retour vers le futur, j'aime beaucoup ce titre parce que j'ai beaucoup aimé le film. Je ne parlerai peut-être pas vraiment de retour parce que j'ai une conviction forte, comme tu l'as dit, Pierre, c'est que le modèle d'avant-crise n'est plus possible, en tout cas au sein de nos entreprises. Et donc il faut pouvoir l'analyser avec le plus d'objectivité possible et voir ce qu'on peut en tirer avec une vue, ce que je vais avoir aujourd'hui, c'est plutôt une vue très optimiste, hein, même si on a bien compris que la situation est compliquée. Donc déjà, ce qui a marqué cette crise, et ça on l'a dit plein de fois, c'est que les entreprises, elles ont dû se réinventer et de façon très rapide. Et cette adversité soudaine à laquelle elles ont dû faire face leur a permis de débloquer un certain nombre de freins et d'accélérer des tendances qui existaient déjà avant la crise, mais qui avaient beaucoup de mal à trouver leur place. Et donc, une des premières tendances qui est très visible pour tous et qui a beaucoup marqué des entreprises, en particulier comme Natixis, c'est le télétravail. Mais c'est surtout le télétravail à 100% et pour l'ensemble des collaborateurs. On parlait du télétravail depuis longtemps, ça a été mis en place dans beaucoup d'entreprises. Chez Natixis, on avait mis en place de manière assez cadrée, avec des activités, un nombre de jours limité. Mais avec la crise, on a complètement reconstruit, comme tu l'as dit Pierre, hein, nos entreprises en dehors des murs de l'entreprise et sur une durée longue et dont on a même du mal à évaluer la fin. Et c'est ça le vrai changement. C'est un vrai changement qui va être très difficile à gérer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il impacte très lourdement notre rapport avec le travail. Et c'est vraiment le point sur lequel je voudrais insister. C'est donc il y a 5 points majeurs que je voudrais retenir sur comment cette crise impacte notre rapport au travail. Donc le premier, c'est en termes d'autonomie et de responsabilisation. La crise, sans aucun doute, entraîne une plus grande soif d'autonomie dans le travail. On le voit au niveau des collaborateurs. Il y a des profils qui se révèlent, qui ont plein d'idées pour s'adapter, donc il faut leur laisser la place. Et cette crise fait poser un certain nombre de questions sur l'intérêt du travail, les tâches, les procédures. Et donc, il faut vraiment qu'on s'attende, en tant que dirigeant, à pouvoir répondre à ces questions et pouvoir réanalyser notre rapport au travail et nos priorités. Donc, ça m'amène au deuxième point, qui est la qualité de vie au travail. Et le nouvel équilibre entre le travail et le bien-être. Donc, avec le confinement, beaucoup ont découvert un nouvel équilibre vie privée, vie professionnelle, nouvel équilibre travail-bien-être. Certains, c'est des moments famille, d'autres, ils ont profité de plus de temps, parce que moins de temps dans les transports, donc plus de temps pour faire du sport, pour se faire de la cuisine. Et donc, toutes ces attentes seront encore plus grandes demain. Et donc, il va falloir qu'on les prenne en compte et on ne pourra pas les négliger. Et en particulier, non seulement pour nos collaborateurs, mais aussi pour les candidats. Et ça, c'est d'autant plus vrai au Portugal, où on a une vraie guerre des talents. Et donc, le télétravail sera, à mon avis, encore un plus gros avantage concurrentiel en tant qu'employeur vis-à-vis de ses futurs candidats. Donc, pour les collaborateurs aussi, il va falloir retrouver un des gros challenges aujourd'hui sur lequel on travaille, c'est comment rendre nos murs à nouveau attractifs.
parce que les gens vous disent, eh ben, aujourd'hui ça tourne, en tout cas pour les entreprises qui ont pu fonctionner à 100% en télétravail comme Natixis. Et donc, comment rendre nos murs attractifs? Ça pose d'ailleurs une autre question aussi, qui c'est la question sur les espaces de travail. Faut-il encore des bureaux pour tout le monde? Faut-il des bureaux? Faut-il des espaces de coworking? Donc, toutes ces questions-là se reposent, ainsi que tout ce qui est sur la gestion du temps de travail et les badges. Donc ça, c'est tous ces points-là qui, aujourd'hui, sont des éléments absolument, des leçons très importantes à tirer de la leçon, des leçons très importantes à tirer de cette crise et qu'il ne faut pas négliger. Un troisième point qui est important, c'est sur le Alors, on style arrive de aux 5 management. minutes. On Ouais. arrive aux 5 minutes presque. Je te Je vais laisse terminer, terminer Nathalie, sur le point. style de management qui est lié. C'est-à-dire que la crise a complètement changé le style de management, ou en tout cas forcé à mettre en valeur un certain nombre de styles de management en entraînant de la confiance, justement liée au télétravail. Où donc les managers ont dû s'adapter, apprendre à être moins dans le contrôle et plus dans la confiance et dans le résultat. Et aussi à du lâcher prise et de la bienveillance. Et ça, c'est des éléments qui sont importants aussi à prendre leçon de la crise. Tout d'un coup, on a vu des managers prendre beaucoup plus attention de façon quotidienne sur le moral de leurs troupes, sur le moral aussi des clients, sur le moral de partenaires, des choses qu'on ne prenait pas en compte dans le passé. Et donc, tout ça met en place, pour conclure, Pierre, le rôle primordial de la culture au sein des entreprises. Donc, je dis souvent, la technologie nous a permis à chacun de travailler ensemble en confinement à partir de la maison. Mais ce qui lie l'ensemble des collaborateurs dans les entreprises et ce qui va permettre aux entreprises de perdurer dans le temps, c'est leur raison d'être, c'est leur culture, c'est ça qui va leur permettre de développer ce sentiment d'appartenance et donner la résilience qui va être très importante pour continuer à affronter cette adversité. Parce que même si aujourd'hui on parle de déconfinement, on sait tous qu'il va être long à mettre en place et qui ne sera plus jamais comme avant. Merci Nathalie. Il y a beaucoup de choses. Je retiens cet aspect fondamental. On connaît tous l'anecdote. Les Américains ont une très belle formule. La culture mange la stratégie au petit déjeuner. C'est vrai que je suis sûr que c'est un aspect sur lequel on viendra. Merci beaucoup Nathalie. Carlos, je me dirige vers toi et on a parlé de la crise dans la dimension des entreprises. On entend chacun en France, au Portugal, parler de la crise dans notre dimension domestique. Et pourtant, on oublie souvent une autre dimension qui est essentielle. Ça va être la dimension européenne et la nécessité absolue que l'on va avoir de plus d'Europe. Donc, je ne vais pas en parler plus et j'aimerais que tu nous dises à ton niveau, Carlos, surtout avec ton expérience et les très hautes responsabilités que tu as à Bruxelles, qu'est-ce qu'elle t'inspire cette crise et qu'est-ce qui se fait en ce moment qui va pour toi dans la bonne direction et sur quoi nous, hommes et femmes d'entreprise, on devrait essayer de faire bouger les choses. Et on te remercie encore une fois d'être avec nous. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup Julien. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous parce que vous avez été depuis plus de 15 ans des très bons amis et vous êtes des exemples de travail dans la communauté, de travail pour votre pays, mais aussi pour mon pays. Et donc, je vous remercie cela parce que je suis témoin de tout ça depuis des années. Sur ta question, Pierre, qu'est-ce que nous avons appris avec cette crise? C'est très intéressant de regarder ce qui a été la crise de 2008 et qu'est-ce que nous avons appris dans la crise financière. Cette crise, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus difficile sûrement, mais il y a deux choses que j'ai appris quand j'étais au gouvernement sur le management d'une crise. C'est qu'il faut aller très vite et il faut avoir de l'échelle. Et nous, qu'est-ce qu'on a vu exactement en 2008? Ce qui n'a pas allé à l'époque, qui a été un grand problème, c'est que nous n'avons pas eu la vitesse. La crise commence en 2008 et Mario Draghi dit la célèbre phrase « Whatever it takes » en 2012. Donc, 4 ans pour effectivement faire ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on a vu l'Europe beaucoup plus vite. L'Europe a su avoir une réaction très vite sur le problème et personne n'en parle. Donc, on doit effectivement dire oui, on a eu quelques réunions de l'Eurogroupe, mais très rapidement, l'Eurogroupe est venu avec 540 milliards d'euros, la BCE avec 700 milliards d'euros, et là, on a la deuxième partie qui est une idée en fait française de ce fonds de récupération. Et donc, ce qu'on attend demain
de la Commission européenne, c'est que la Commission européenne soit capable d'avoir l'ambition, la dimension de faire quelque chose que soit de niveau pour donner aux entreprises et à tout le peuple européen la capacité de refaire l'Europe. Parce qu'on parle ici de quelque chose unique, de refaire l'Europe, l'Europe de demain. Et donc, j'espère que cette proposition de la Commission, elle soit au moins de 10% du PIB européen. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Comme vous savez, le budget européen de 7 ans, il est autour de 1% du PIB. Là, je pense qu'on va avoir besoin au moins de quelque chose que je dirais entre 1 et 1,5 trillion, donc ici à l'anglaise, avec 12 zéros, pour sauver l'Europe. Et donc, c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui, c'est de savoir si on va avoir ou non le courage. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, la bonne nouvelle, on a réagi vite. La nouvelle qu'on ne sait pas encore, c'est si on va avoir la dimension ou non. Parce qu'en fait, les Américains ont été capables très vite de lancer tout de suite 2 trillions, donc 2 avec 12 zéros, et nous, on doit faire la même chose. Mais après, il y a l'après. Qu'est-ce qu'on va faire après? Comment est-ce qu'on va reconstruire l'Europe de l'après? Et si vous voyez, dans toutes les crises, l'Europe, elle avance. L'Europe a toujours grandi. Si on regarde la crise 2008, on n'avait à l'époque pas une union bancaire. Aujourd'hui, on a presque une union bancaire. On a un mécanisme de supervision européen, on a un mécanisme de résolution des banques européens, nous avons un mécanisme de stabilité européen. Et donc, l'Europe, elle va vers le futur, n'ayez aucun doute. Mais elle fera toujours ses avances entre la crise, le chaos, les tensions et après les solutions. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 tensions très importantes. Une tension entre le niveau national et le niveau supranational. Et cette tension, elle va être une tension négative parce qu'en fait, nous avons à avoir ce protectionnisme des pays et qui va être même, comme dit Pascal Lamy, plus qu'un protectionnisme, ça va être un précautionnisme. Donc, le protectionnisme, c'est de défendre en fait les producteurs de la concurrence. Le précautionnisme, ça sera de défendre le consommateur de tous les risques. Et c'est impossible de défendre le consommateur de tous les risques. Et donc, il faut faire très attention qu'on ne tombe pas dans un précautionnisme qui va coûter tellement cher à nos entreprises parce que ça ne va pas être que les droits douaniers, mais aussi les barrières non douanières, c'est-à-dire la réglementation excessive. On va avoir besoin de réglementer de plus en plus au niveau européen. Et après, on a cette tension positive, c'est la tension entre le physique et le digital ou le numérique, comme vous dites en français. C'est une tension que j'ai énormément d'espoir. Nous n'avons jamais vu autant d'innovation comme dans cette période de la pandémie. Tellement d'articles scientifiques, tellement de découvertes. Et en fait, on a parlé pendant des années de ce que c'était la numérisation de l'éducation. Et les professeurs dans les écoles résistaient. Et après, en 2 semaines, on l'a fait. On a parlé de la numérisation de la santé. Et les médecins ils disaient non, la télémédecine, ça ne nous intéresse pas. Et on l'a fait. On parlait de la numérisation du travail et on l'a fait aussi. Et donc, cela, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, il faut qu'on soit capable d'utiliser cet effet de levier de la numérisation pour notre futur, pour, comme disait Nathalie, de passer une économie qui ne soit pas linéaire, parce qu'on ne veut pas revenir en arrière, mais dans une économie circulaire et numérique. Et donc, cela, je pense que c'est un message positif que je voulais vous laisser, c'est qu'on va souffrir avec la crise, mais je crois que le lendemain de l'Europe, j'ai la foi, sera mieux ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'était le message dans les 5 minutes que j'ai dépassé de 45 secondes. Merci beaucoup, Carlos. Tu avais dépassé, mais j'avais accordé ces secondes également avec plaisir à Nathalie. C'était très important. Nous reviendrons, Carlos, notamment sur l'importance des mesures économiques parce que ce premier volet n'est pas neutre. Le simple fait de la garantie des déficits, etc., ce sont aussi des nouvelles très positives et tu as raison, l'Europe agit vite. Merci beaucoup, Carlos. Jean-Pierre, donc, alors d'un point de vue
français, c'est important aussi d'avoir cet échange, je ne vais pas dire ce benchmark, mais toi, qu'est-ce que t'inspire, quelles leçons déjà tu tires, qu'est-ce que tu souhaites rajouter par rapport à ce qui s'est dit, et puis comment les entreprises doivent-elles se transformer de façon à le mieux possible récupérer et revenir à la croissance. Écoutez, d'abord, merci de m'accueillir. J'ai envie de commencer par vous dire que cette période m'inspire d'abord un apprentissage à la tolérance, à l'incertitude, parce qu'on n'a jamais été dans un environnement aussi incertain et au fond, c'est très angoissant, l'incertitude. Et puis, j'ajouterais aussi de la tolérance à la colère, parce qu'en fin de compte, ce confinement, il est aussi source de colère, colère pour ceux qui souffrent, colère pour nous tous, colère tout simplement de ne pas être avec vous, ce soir à Lisbonne. J'aurais préféré grandement passer la soirée avec vous à Lisbonne et faire un bon resto après dans votre magnifique ville. Donc, d'abord, je crois qu'il faut accepter cette incertitude, il faut aussi accepter cette colère. Maintenant, et maîtriser cette colère. Maintenant, par rapport au monde d'après, au changement, moi, je ne crois pas qu'on va… Et encore une fois, ces propos sont avec toute l'humilité de l'incertitude, liée à l'incertitude. Je ne crois pas que tout va changer. Je pense que cette crise, elle est en fait un formidable accélérateur de beaucoup de choses qui préexistaient. On a parlé de la technologie. Ça a été un formidable accélérateur de la technologie, puisqu'on va dire tout simplement que le digital aujourd'hui est devenu, populaire. Il y avait le patron de Microsoft qui disait on a gagné 4 à 5 ans dans la digitalisation. Au fond, aujourd'hui, le digital est de plus en plus maîtrisé par tout le monde. Donc, l'impact de la réduction technologique sont accélérés par ça. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'au fond, on avait déjà cette notion du rôle de l'entreprise dans son environnement, donc du sens de l'utilité de l'entreprise, et on voit qu'on a une accélération de ça aussi. Je ne sais pas si vous avez vu dans Le Monde hier, 89 grands chefs d'entreprise français ont dit la reprise ne se fera qu'en acceptant la transition écologique. Et c'est l'ensemble des grands patrons français qui ont dit ça. Donc, on voit bien qu'il y a une accélération aussi là de cette notion d'utilité, d'impact de l'entreprise. Troisième élément, à mon avis, d'accélération, c'est au fond la remise en cause de nos instruments de mesure. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est un ancien auditeur qui vous dit ça, mais je pense qu'on est en train de chambouler les instruments de mesure et que la mesure de la rentabilité ne sera pas que le seul élément, que effectivement l'impact social, environnemental va être un élément d'appréciation de la performance de l'entreprise. Et on voit bien que cette notion de refonte des instruments de mesure, elle s'accompagne aussi d'une refonte du temps. Au fond, quand on mesure une entreprise, on mesure au quarter, à la semaine, aux 6 mois, à l'année. En fait, on va demander plus de temps. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, est-ce qu'il fallait détruire nos masques ou est-ce qu'il fallait les conserver? Sur le long terme, on aurait mieux fait de les conserver, même si à court terme, à l'époque, il fallait mieux ne plus en acheter. Donc, il faut qu'on reprenne en compte cette notion du moyen terme dans l'instrument de mesure de l'appréciation des performances. Quatrième élément de modification importante pour les entreprises, mais vous en avez parlé à Nathalie juste avant, c'est la question du management. Là aussi, il y a un changement. Et sur le management, j'ai envie de vous dire quelque chose qui est assez frappant, qu'un de nos intervenants a dit dans les cafés de l'après, c'est qu'au fond, on va revenir à un management de l'artisanat. Et c'est très intéressant parce qu'au fond, l'artisan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est autonome. Avec le télétravail, on est de plus en plus. On a créé nos propres bureaux, nos propres entreprises chez soi, responsable et créatif. Et au fond, ces trois mots-là peuvent caractériser le management d'aujourd'hui et de demain. L'autonomie, la responsabilisation et la créativité. Dernier élément que je voulais dire aussi qui est important, c'est l'acceptation de la mondialisation. Ne croyons pas qu'on va mettre à la poubelle la mondialisation, même si certains le prétendent. Au fond, on voit bien que le fait de jouer multi-country, multi-pays est un atout. Carlos nous parlait de l'Europe. Moi, je trouve étonnant que plus personne ne dise aujourd'hui, et tant mieux d'ailleurs, qu'on conteste l'euro. Il y a quelque temps, on contestait encore l'euro dans certains pays. Aujourd'hui, quel est le pays européen qui est dans l'euro qui va dire « je suis contre l'euro »
Non, l'euro est un formidable bouclier, nous protège de cette crise énorme et nous permet effectivement de lever des sommes astronomiques pour aider l'économie. Et on voit bien que même la recherche, dans tous les pays du monde connectés est un atout essentiel. Donc, au contraire, la mondialisation, à mon avis, va s'accentuer. Bien entendu, il faudra lui donner plus de sens. On lui donnera plus de sens dans la mesure où, effectivement, on ne va pas la faire que pour la rentabilité immédiate. Pas parce qu'on gagne quelques centimes et c'est mieux de fabriquer dans certains pays à bas coût que de faire dans nos pays occidentaux. Bon, voilà, on va redonner du sens à la mondialisation, mais la mondialisation sera encore plus essentielle. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, je ne sais pas si j'ai fait les 5 minutes là, tous ces éléments-là, et on voit bien que d'ailleurs, les entreprises qui ont travaillé sur l'investissement de la technologie, qui ont travaillé sur leur sens, qui Encore sont 30 secondes. je vais y arriver, qui sont connectés au Vas-y. reste du monde et qui ont déjà révolutionné ou changé leur mode de management sont les entreprises qui s'en sortent bien dans cette crise. Donc, accentuons les éléments qui étaient déjà inhérents au monde d'avant, qui étaient sur ces points-là. Et c'est ça qui permettra une meilleure reprise. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Alors, j'aimerais peut-être pas refaire un tour à chaque fois. Qui a envie de réagir sur ce qui s'est dit et qui a envie d'apporter notamment sur les aspects évoqués par vous trois? Parce qu'il y a, il y a vous tous un point commun. C'est-à-dire, on part bien de l'existant et cet existant, on l'accélère. J'ai envie de dire, quel conseil vous donneriez de façon très concrète et pratique à des entreprises qui peuvent être plus petites, hein. On a parmi les gens qui nous écoutent ce soir beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens, bien sûr, il n'y a pas que des micro-entreprises, il y a des gens qui ont il y a un ami qui nous écoute qui a une immense entreprise, mais quel conseil vous donneriez de façon très pragmatique? Parce qu'on est tous alignés sur les concepts. Nathalie, Jean-Pierre, Carlos? Je ne sais pas. Je peux continuer si vous voulez très rapidement. Moi, je pense que d'abord, la première chose pour toutes les entreprises, grandes ou petites, c'est d'abord la sécurisation financière. Ça, aujourd'hui, elles y ont travaillé, même si ce n'est pas gagné d'avance. Hein. Et d'ailleurs, le système bancaire a aidé. Mais surtout, je dirais, il y a deux choses importantes. C'est maintenir un flux d'affaires, même si petit soit-il. Vous voyez, les restaurants, pour prendre des plus petites entreprises, les restaurants qui ont fait des livraisons de repas à domicile ont maintenu un flux. Ce n'est pas ça qui les fait vivre parce que c'est très décalé par rapport à ce qu'ils gagnaient avant, ce qu'ils pouvaient faire comme chiffre d'affaires avant, mais ça maintient une activité. Et le troisième élément, c'est surtout d'entraîner le dialogue et la discussion avec leurs salariés. Ça, c'est essentiel, surtout au moment de la reprise, parce que dans la reprise, il y a le risque, hein, et il y a des gens qui ont peur de revenir travailler. Donc, il faut dialoguer, voir ce qu'il faut mettre en place pour sécuriser la reprise du travail et le dialogue avec les clients. Et là aussi, moi, je peux voir dans mon environnement que toutes les entreprises qui ont travaillé à la fois sur la sécurité financière, sur le dialogue avec leurs clients, sur maintenir même un faible volume d'activité, c'est des éléments très importants pour faciliter leur reprise. Merci. Nathalie? Oui, moi, je peux rebondir sur ce que vient de dire Jean-Pierre, qui est très juste, en particulier tous ces élans de solidarité qu'on a vus se réveiller avec la crise. Et on a vraiment vu que, de façon générale, les gens étaient beaucoup plus solidaires, avaient des fonctionnements plus collectifs. Enfin, moi, j'ai jamais eu autant de Skype, Zoom, WhatsApp, webinaires pour se connecter alors qu'on avait des relations physiques qui étaient coupées, mais pour créer plus d'interactions sociales. Et je rejoins complètement Jean-Pierre qu'il faut vraiment capitaliser sur cette énergie positive qui est indispensable non seulement pour affronter la crise, mais surtout pour penser au lendemain et revenir dans ce qui sera le monde de demain. Et ça, même que ce soit une micro-entreprise ou une grosse entreprise, c'est vraiment une vague sur laquelle il faut surfer, si je peux prendre cette image, parce que c'est celle-là qui permettra d'affronter cette heure demain qui, encore une fois, on l'a dit, est incertain. Donc, le deuxième point aussi par rapport à ce que tu demandais, de choses concrètes, c'est justement de ne pas avoir peur de ce côté incertain et de se lancer, si petit que soit-il, quelle que soit
de pas vouloir revenir là où on était, mais ces petits pas nous permettront tous collectivement à sortir de la crise. Mais chacun aura son petit pas à faire, quel que soit son type d'activité ou les conditions d'entreprise dans lesquelles il travaille. Merci Nathalie. Carlos, même si j'ai une question après pour toi, qu'est-ce que tu souhaites dire sur ce point? Deux choses. D'abord, le rôle des pays, le rôle de l'Europe, dont nous avons besoin, qui est un fonds de récupération, que ce ne soit pas un fonds de dette, mais un fonds qui donne de l'argent aux entreprises. Dans ce moment, je pense qu'ici, ça se joue la survie des talents, des employés et des employeurs. Et donc là, ce que j'espère, c'est qu'on puisse avoir un fonds de récupération, que ça ne soit pas le fonds typique pour endetter encore plus les entreprises. Les petites entreprises, elles ont un choix qui est très clair, c'est qu'à un moment, elles ne peuvent plus prendre plus de dettes. Il faut qu'elles aient de l'argent pour passer cette période difficile. Et donc là, ça ne dépend pas des entreprises, ça dépend des choix politiques. Et je pense que le choix politique ici est clair. Mais ce que je vois dans les petites et moyennes entreprises aujourd'hui, c'est une augmentation, une accélération aussi de l'innovation. Et pourquoi? Parce que l'innovation dans l'état normal de l'économie, elle est assez chère. Les grandes entreprises dépensent beaucoup d'argent dans l'innovation. Et là, on est dans un moment où personne n'a de l'argent. Donc, la petite et moyenne entreprise, elle est au même niveau de la grande entreprise et elle se focalise dans une innovation beaucoup plus ouverte que dans une innovation fermée dans l'entreprise. Et ça, c'est très intéressant au niveau, par exemple, de brevets, où on voit des grandes entreprises au niveau surtout de l'Europe et des États-Unis qui ouvrent des brevets qui n'étaient pas utilisés pour donner à d'autres. Et on a vu un mouvement de gens au niveau de l'innovation ouverte extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a une opportunité dans l'innovation. Il y a aussi une opportunité parce que quand on essaie d'innover, normalement dans une entreprise, ce qui arrive, c'est qu'il y a une résistance morale du chef, de la direction qui dit non, là, ce n'est pas le moment. C'est ce qu'on appelle analysis paralysis. Donc, on s'arrête. Et là, on n'a pas le temps pour ça. Il faut vraiment, et donc je vois beaucoup d'innovations et ça me passionne et je vois beaucoup de petites innovations dans les petites entreprises qui sont extraordinaires. Je pense que Julien chez Kaiser, il s'est adapté très bien à ce monde avec des petites innovations que j'ai pu observer aussi dans les derniers temps. Merci Carlos. Carlos, je voudrais revenir vers toi parce que il y a une chose qu'on a beaucoup appréciée quand tu étais ministre du Portugal, c'est que à chaque fois qu'on te demandait qu'on t'amenait soit des investisseurs, soit des entreprises intéressées, tu les as toujours reçus avec beaucoup d'attention, beaucoup de chaleur, beaucoup de professionnalisme. Et donc, on peut dire que tu as fait pour ton pays tout ce que tu avais pu faire pour le turnaround. Et si on revient à Kennedy qui disait, au lieu de voir ce que le pays peut faire, qu'est-ce que les citoyens doivent faire? Qu'est-ce que toi, comme politique, ancien politique, tu donnerais comme conseil aux citoyens? Qu'est-ce que nous, on doit faire chacun à notre place? Ça, c'est tellement difficile. Je pense que d'abord, je pense qu'il faut, et là, bien sûr, et là, je dis ça avec une toute neutralité parce que le parti au pouvoir n'est pas mon parti, effectivement comprendre que ces moments sont très difficiles et qu'il faut donner le support à ceux qui sont au gouvernement, quoi que soit la couleur, le parti, l'idéologie, parce que c'est des moments qui marquent une vie. Les moments que nous avons vécus à l'époque, c'était des moments terribles et très difficiles. Et donc là, ce gouvernement, il va passer sur le même état. Et donc, les citoyens doivent avoir je dirais, une attitude de compréhension, d'entente avec ce qui se passe dans le pays. C'est nécessaire. Je pense que ça, c'est nécessaire. Et je pense que le Portugal a été un exemple extraordinaire. On a vu le parti de l'opposition, qui est mon parti, donner un support extraordinaire au gouvernement. Et donc, ça, c'est important. Et donc, ça, c'est vraiment le premier. Le deuxième point, c'est un peu ce que Jean-Pierre et Nathalie ont dit, c'est qu'il faut qu'on se mobilise pour ne pas revenir en arrière.
Moi, je déteste ces idées politiques de America Great Again, revenir au passé. Je pense que le passé a été toujours pire que le futur et le présent. Et nous, on a toujours ces idées du passé. Et donc, on ne veut pas revenir au passé. On veut profiter d'un moment extraordinaire. Et Nathalie a parlé de cela dans l'économie soutenable, l'économie verte. Il faut repartir sur un nouveau monde. Et je pense Bruno Le Maire l'a dit et très bien. Il faut repartir sur un monde où en fait le prix du carbone est là. Il faut partir sur un monde où en fait il va falloir penser mieux quand on voyage, si c'est nécessaire ou pas. On va partir sur un nouveau monde où en fait il faut faire attention d'une façon qu'on ne l'a pas fait avant à la production et aux effets de la production dans notre environnement. Et donc, si on n'en profite pas à ce moment pour faire ça, sera sans doute parce que les citoyens ne nous ont pas poussés, parce que les politiciens ils réagissent. Et donc, il faut que les citoyens nous poussent aussi tous à aller dans ce sens-là. C'est super, Carlos. Ce n'était pas une question qu'on avait préparée. Ce que tu dis est vraiment super intéressant, tant dans le soutien que dans l'exigence. Tant dans le soutien que dans l'exigence. Et c'est vrai qu'on peut être attristé de voir, quel que soit le pays, mais certaines réactions, des oppositions, quelles qu'elles soient, dans un moment aussi difficile dans lequel tout le monde doit faire bloc. Merci, Carlos. Nathalie, au-delà de ce que tu fais très bien dans ton entreprise, c'est vrai que tu as une particulière sensibilité au thème qui crée de la valeur, c'est-à-dire à une espèce de management holistique des situations. Qu'est-ce que tu as fait déjà? Qu'est-ce que tu as déjà changé dans ta compagnie? Ou qu'est-ce que tu as accéléré dans ta compagnie que tu donnerais comme conseil aux autres d'appliquer ou sur lequel au moins tu aimerais partager de l'expérience? Eh ben, il y a beaucoup de choses qu'on a accélérées, en particulier en termes de se connecter les uns avec les autres. En cette période de crise, c'est extrêmement important. Donc ça c'est pas tellement nouveau. J'avais la chance, j'ai la chance ici au Portugal de l'idée des équipes sur une entreprise sur un mode start-up, même si on n'est pas loin de 1000 aujourd'hui, mais on a vraiment construit cette entreprise sur un mode start-up. Et donc déjà avec beaucoup de choses qu'on voit apparaître aujourd'hui et qui ne se trouvent pas en général dans d'autres entreprises, du type des managements beaucoup plus facilité par rapport à l'exécution et non pas au contrôle, du télétravail, etc. Maintenant, une des choses que je me suis aperçue, c'est qu'il faut aller au-delà et que on a parlé de créativité et ça, en particulier, nous ici au Portugal, on est un centre innovant pour la banque et donc il faut vraiment aller au-delà en termes de créativité. Et là aussi, cette crise nous apprend beaucoup de leçons. C'est que moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses que pendant longtemps, c'était impossible pour tout le monde à faire. En termes de digitalisation, on peut vraiment pousser au-delà. Et Carlos l'a dit à juste titre aussi, en termes d'entreprise citoyenne et solidaire vis-à-vis des problèmes de climat. Par exemple, on voyage tous, enfin on a une entreprise internationale, donc on voyage tous beaucoup, mettre des règles beaucoup plus exigeantes en termes de discipline avant de prendre un avion pour aller à un rendez-vous à New York ou à Paris. Et donc il y a un certain nombre de choses comme ça qu'au sein de l'entreprise, on est en train de mettre en place et qu'on intègre dans nos structures pour être sûr que quand on reviendra au monde d'après, on prend vraiment leçon de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que tout le monde le veut. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai au niveau des collaborateurs et vraiment, j'en suis très heureuse. Je suis même poussée par mes collaborateurs. C'est pas quelque chose que je me sens, je me dis, il faut pousser les gens on sent ce besoin encore plus et cette crise a réveillé des consciences qui étaient là, encore une fois, mais a réveillé des consciences qu'il est de notre devoir, aussi bien en tant que chef d'entreprise, mais également citoyen, de vraiment capitaliser dessus et perdurer dans le temps. Merci Nathalie, merci, c'était très intéressant. Jean-Pierre, tu as
parler de quelque chose qui effectivement a fait un écho et qui m'inquiète beaucoup. C'est ce que j'essayais de dire quand je parlais de la nécessaire solidarité, c'est-à-dire qu'il y ait cette espèce de sensation qu'un pays, une région, une entreprise pourra se sauver tout seul. La question n'est pas facile, elle est même bateau et j'en suis désolé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire tous pour lutter contre ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut nous aider à dépasser ça? Nos égoïsmes court-termistes et qui seront sans doute la meilleure garantie qu'on ne s'en relèverait pas. Oui, je pense qu'il y a le premier élément, et cette crise nous aide, c'est la prise de conscience de l'interdépendance. On voit bien au niveau des entreprises, des secteurs, on voit les événements de solidarité entre les grands groupes et les plus petites entreprises, même si ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, quelque chose qui est très fort en France, c'est la question des délais de paiement. Vous savez, on est les champions du monde à payer très tard à ses fournisseurs. Bon, par exemple, il y a des actions qui ont été prises pour justement payer, et des entreprises, des grandes entreprises qui ont dit, même si j'ai des difficultés de trésorerie, je paye mes fournisseurs dans les délais. Donc, il y a des sentiments de solidarité parce qu'il y a cette interdépendance qui est très ressentie entre les entreprises. Si on parle de la reprise aujourd'hui, une des questions majeures de la reprise, du déconfinement, ça va être la rapidité, la vitesse différente entre les entreprises qui vont redémarrer. Et comme certaines peuvent être sous-traitants d'autres, si vous avancez plus vite que votre sous-traitant, vous pouvez avoir un problème vous aussi pour avancer dans votre reprise. Et donc, il y a cette notion, il va falloir qu'on travaille ensemble pour reprendre. Sinon, on va avoir des conséquences aussi sur notre propre entreprise de n'avoir pas pu jouer ce jeu collectif. Et je pense que c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai au sein des entreprises, entre les collaborateurs, et c'est bien sûr vrai entre les pays. Moi, je suis sur un plan pays particulièrement frappé de voir à quel point aujourd'hui il y a une faillite des populistes. On voit bien que tous ceux qui défendaient les thèses populistes aujourd'hui sont absents du débat. Ils ne sont plus entendus. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux, au même titre que les anti-européens. Donc je crois qu'effectivement, cette prise de conscience de l'interdépendance dans sa chair, c'est la particularité de cette crise, c'est pour ça qu'on peut être confiant sur l'accélération des transformations, c'est qu'elle a d'abord touché la chair avant de toucher le portefeuille. C'est une crise sanitaire d'abord. Donc, on a d'abord été touché personnellement dans sa chair ou dans la chair de son voisin, des gens de sa famille, avant d'avoir un problème d'argent. On va l'avoir, le problème d'argent. Le problème de portefeuille va exister. Il va être d'ailleurs, soyons bien conscients que la rentrée après les grandes vacances va être terrible en termes de chômage, et que le risque social derrière est énorme dans tous les pays. La France, aujourd'hui, la moitié des salariés privés sont en chômage partiel. Si vous prenez les fonctionnaires plus les salariés du privé, c'est beaucoup plus de la moitié de la population active qui est payée par l'État. Et ça, derrière, quand on va retirer le chômage partiel, redémarrer, il y a une partie du chômage partiel qui va se transformer en chômage permanent, en chômage total, peut-être pas permanent, mais en chômage total. Et donc, on a une crise sociale devant nous potentielle qui peut être énorme. C'est pour ça d'ailleurs que les États, et je pense que Carlos doit être bien conscient de ça et le défendre aussi, il faut faire très attention à la crise sociale qui peut arriver derrière. Donc, cette interdépendance aujourd'hui est, à mon avis, la meilleure prise de conscience de la volonté de jouer collectif. Et il va falloir continuer à pousser et à souffler sur cette flamme pour être sûr qu'elle ne s'éteigne pas. À titre personnel, Jean-Pierre, j'ai apprécié le commentaire que tu as fait sur les populismes qui sont là. On voit bien historiquement. que tous les hommes populistes au pouvoir aujourd'hui sont pour une part, j'allais dire ridiculisés, je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas largement touchés sur leurs convictions et sur la façon dont ils gèrent un pays. Merci Jean-Pierre. Carlos, je te vois faire ça de la tête. Je suis sûr que tu veux intervenir. J'ai apprécié ce que Jean-Pierre dit. Je suis totalement d'accord avec lui. Et c'est vraiment très intéressant de voir qu'on ne voit pas Marine Le Pen, on ne voit pas Salvini. Mais effectivement, dans la deuxième phase, que Jean-Pierre aussi disait, après septembre, avec la rentrée, avec le chômage, ils seront là. Donc, il faut qu'on soit préparé pour les populistes qui reviendront accuser l'Europe, accuser les pays. Mais il y a une chose que c'est vrai, ce que Jean-Pierre disait, c'est que
là, on a la preuve qu'on ne peut pas résoudre ce genre de problème au niveau national. Et c'est pour ça que j'ai signé une lettre avec le président Giscard d'Estaing qui a été envoyée au Conseil où nous demandions la coordination au niveau de la santé quand on a une pandémie au niveau européen. Et c'est ça qui n'a pas marché. C'est qu'en fait, on a accusé l'Europe de ne pas faire, mais l'Europe n'avait pas le pouvoir. On n'a aucun pouvoir au niveau européen, au niveau de la santé. Or, dans le cas d'une pandémie, il faut avoir ce pouvoir-là. Et j'espère que l'Europe va avancer comme elle a avancé avec la crise 2008, avec l'union bancaire, que là, on aura le pouvoir de coordination dans les crises au niveau de la santé. Et on doit parler aussi de la défense et de la sécurité nationale, qui sont exactement un exemple de ce que l'Europe doit faire dans le futur. J'espère que cela va avancer dans ce sens-là. Et Carlos, tu as raison d'insister là-dessus parce que ce dont on se rend compte en réalité, c'est pas de manque d'Europe. Enfin, c'est pas que l'Europe ne fait pas, c'est qu'au contraire, on manque d'Europe et qu'on aurait besoin qu'elle aille dans d'autres dimensions qui sont clairement transnationales. C'est très intéressant. Nathalie, juste une question pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure sur les innovations. Quelles sont, toi, les innovations? Jean-Pierre parlait d'interdépendance, Carlos insistait là-dessus. Quelles sont, toi, les autres grandes tendances au niveau de tous les secteurs et non pas simplement dans la banque? Quelles sont les autres tendances lourdes que tu pressens liées à cette crise? Les tendances lourdes sont définitivement un petit peu ce que je mentionnais au départ, tout ce qui est le changement du rapport au travail. Ça, c'est une tendance majeure, quelle que soit les tailles d'entreprise, hein, et ça, on la voit, enfin, moi, pour piloter sur plusieurs régions d'Europe, on le voit dans tous les pays, hein. C'est assez unanime, et donc ça va forcément percuter beaucoup de choses parce que l'indépendance dont parlait Jean-Pierre, elle est juste. Et donc, si les grandes entreprises changent aussi leur façon de fonctionner, j'ai un exemple, s'il y a plus de gens qui télétravaillent, il y aura moins de gens qui iront au lunch, enfin au déjeuner, pardon, entre midi et deux. Donc, la petite cafétéria qui était à côté de l'entreprise, qui se nourrissait de ça, elle va revoir aussi son business model. Donc, toute cette indépendance-là, cette relation du rapport au travail va vraiment impacter un certain nombre d'entreprises et des uns et des autres. L'autre tendance, je trouve, qui est aussi très flagrante, on en a parlé un petit peu, c'est tout ce qui est la solidarité. Hein, et d'ailleurs, c'est lié à cette interdépendance, solidarité entre les entreprises, mais solidarité entre les gens. La confiance aussi, c'est très important, je trouve, qu'on l'emporte aux institutions. Là, on a beaucoup parlé de l'Europe, et c'est vrai que, comme tu disais, Pierre, l'Europe, on aurait aimé qu'elle soit encore plus forte et qu'elle ait plus les moyens d'agir. Et donc, cette confiance, c'est très important qu'elle ressurgisse de cette crise. Et ça sera définitivement aussi un moyen de se redresser collectivement. Merci. Alors, vous savez qu'on reçoit des questions en direct, hein. Je remercie Louis une fois de plus. Je viens de voir passer une question que je vous dirige tout de suite, mesdames et messieurs. C'est quid du chômage? C'est-à-dire, quelle ampleur et comment est-ce que dans cette situation fragilisée, on va pouvoir espérer revenir à ce qu'on peut appeler, à ce qui existait au Portugal il y a quelques mois, qui était le plein emploi, et ce qui commençait à exister en France avec une nette amélioration de la situation avant cette crise. Qui souhaite répondre? Carlos, peut-être, sur cet aspect chômage? Oui, c'est très difficile puisque aujourd'hui, on ne sait pas encore dans quelle forme cette reprise va être faite. Au début de la crise, beaucoup d'économistes parlaient d'une reprise en V, c'est-à-dire que la demande était là. Moi, je n'ai jamais cru à une reprise en V, peut-être un W, mais il faut donner le temps parce que je pense que cette crise sera sans doute la plus grande crise de nos vies.
Au Portugal, on le sait bien, on a vécu la crise de 2008-2012, mais celle-là, elle sera beaucoup plus forte au niveau du chômage et au niveau de la capacité productive. On va prendre beaucoup plus de temps. Et donc, il va falloir que les pays s'organisent autour des aides d'État. Il faut voir que la Commission européenne a déjà permis 1,5 trillion, donc 12 zéros d'aide d'État à tous les pays européens pour que l'État puisse aider les entreprises. Et ça, c'est un fait. Mais il va falloir effectivement faire des deux côtés, l'aide d'État et après, je dirais, la préparation des travailleurs, la réqualification, je ne sais pas si le mot existe en français, mais Oui, ça existe. reskilling pour le monde de demain. Je pense que les jobs, ils ne seront pas là où on pense qu'ils seront, donc il faut préparer les gens. Mais réponse courte, ça va être très, très, très dur. Jean-Pierre l'a déjà dit, Nathalie déjà aussi, ça va être très, très dur pour nous tous. Ça c'est clair, il n'y a aucun doute. Là-dessus, Jean-Pierre. Merci Carlos. Jean-Pierre. Oui, je pense que là-dessus, il faut être conscient que ça va être à court terme extrêmement difficile. Il y a des raisons structurelles. Il y a une première raison, c'est que les ruptures technologiques et la montée digitale a montré que beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'elles pouvaient fonctionner avec moins de personnes. Je ne voudrais pas en parler à Nathalie, mais Nathalie confirmera, elle est dans un secteur où la percée et la mise en œuvre du digital pour tout le monde s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de fonctions où on peut être moins nombreux pour faire le travail. Et ça, le secteur bancaire va être extrêmement touché par ça, secteur financier extrêmement. Les back-office de grands groupes aussi d'ailleurs. Le deuxième élément qui est encore peut-être plus inquiétant, c'est qu'il y a certains secteurs d'activité très fortement utilisateurs de main-d'œuvre qui vont être en grande difficulté pendant longtemps. L'aéronautique, excusez, la France est un grand pays qui fait des avions et qui a beaucoup d'emplois directs et indirects. L'aéronautique, ça va prendre du temps avant de revenir au niveau d'activité qu'il y avait avant crise. L'automobile, c'est un secteur extrêmement employeur en fait, et qui était, il y a beaucoup d'emplois en France et au Portugal dans cette industrie. Là aussi, ça va prendre du temps avant qu'on retrouve le niveau qu'on a connu avant la crise. Donc, il ne faut pas se leurrer. On a en face de nous des pans entiers de secteurs d'activité, de parties de secteurs d'activité qui vont être en situation difficile et qui ne pourront pas employer le même niveau de personnes qu'ils avaient avant la crise. Et donc ça, si vous voulez, je ne sais pas comment, je n'ai pas la solution, franchement. Effectivement, on va créer d'autres emplois. Alors, je ne parle pas du tourisme, je ne parle pas du commerce, de la distribution, mais on pourrait parler aussi. Donc, on peut s'attendre effectivement à de grosses difficultés d'emploi à la rentrée parce qu'aujourd'hui, tout est sous cloche. Mais quand on va lever la cloche, on ne va pas retrouver, certains secteurs ne vont pas retrouver leur niveau d'activité qu'ils avaient avant la crise, même s'il y a la reprise. Et ça va être un gros sujet parce qu'il faudra trouver des moyens de reformer les gens, de les employer. Il y aura une responsabilité des employeurs extrêmement forte aussi sur ce sujet-là. Et puis, il y aura une fluidité à créer. Moi, je crois aussi, on y travaille d'ailleurs dans les Hauts-de-France, sur comment favoriser la fluidité des emplois entre ceux qui seront repris et qui auront besoin de monde versus ceux qui seront plus lents à reprendre. Comment on peut faire facilement échanger les personnes pour qu'elles puissent aller dans les secteurs en activité versus ceux qui sont en sous-activité. Donc ça, c'est un sujet, à mon avis, qui est très inquiétant et qui, d'ailleurs, pour les hommes politiques comme pour les responsables économiques, crée de grosses inquiétudes pour la rentrée. Et je voudrais juste rebondir, Pierre, oui, sur ce que dit Jean-Pierre, sûr. qui est très important, je trouve, c'est la responsabilité des employeurs. Et Carlos l'a aussi mentionné, et tu l'as dit quand tu as cité Kennedy, c'est que je pense qu'on a une responsabilité énorme, en tout cas quand on le peut, d'essayer au maximum de garder nos emplois, d'essayer, Carlos l'a dit, de faire du reskilling, de réaffecter nos collaborateurs là où on peut. Ça, c'est extrêmement important, et d'innover. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses
enfin, c'est vraiment important qu'on profite entre guillemets de cette période pour essayer de repenser nos business models, de repenser nos façons de travailler, et plutôt que d'arrêter et de dire bon ben là on peut plus faire comme on faisait avant, on arrête et on attend de voir quelle aide on peut avoir, mais vraiment de pouvoir au maximum essayer de mettre cette énergie pour innover dans nos façons d'opérer, et même si c'est un poste qu'on garde, mais si tout le monde essaye de faire ce travail-là, la crise qui, comme l'a dit Jean-Pierre et Carlos, qui va être dure, on pourra en tout cas espérer l'atténuer. En tout cas, il y a une chose que je trouve très importante en vous écoutant, mesdames, messieurs, c'est de voir effectivement le niveau de conscience qui existe au sein de cette Assemblée. Je suis sûr que vous êtes le reflet de ce que pensent beaucoup de gens, mais c'est vrai que c'est important de l'entendre, Nathalie, comme tu l'as dit, comme l'a dit Jean-Pierre et comme l'a dit Carlos. Et d'ailleurs, nous, on note, hein, par exemple, je pense à nos amis de Vinci, Anna, dont l'activité est arrêtée, qui payent leurs fournisseurs, qui continuent à faire les pistes, qui continuent à faire les travaux, qui ne déprogramment rien. Et c'est vrai et il y a beaucoup d'exemples comme cela, et c'est vrai qu'il faut, il faut les saluer. Je vois Carlos sourire parce que c'était à l'époque de son gouvernement que cette opération s'était produite. Carlos, tu n'avais pas parlé sur ce point, si tu souhaites dire un mot sur cet aspect-là. Pardon, Pierre, est-ce que tu peux répéter Oui, sur l'aspect chômage, tu souhaites encore dire quelque chose ou tu souhaites dans la gestion? Je pense que, Carlos, tu sais, je te pose cette question parce qu'il y a une chose que je trouve que vous aviez toujours très bien fait dans le gouvernement de M. Pasquale, c'était de dire la vérité aux gens. Et dire la vérité, ça permet quand même toujours de mieux gérer en amont et en aval. Et voilà, donc si ça t'inspire quelque chose, j'en serais content. Non, je pense que c'est très important toujours de dire la vérité et de faire le nécessaire, même dans des moments où tu comprends que les gens vont être contre toi parce que c'est difficile à voir le futur. Et pour ça, il faut avoir un grand courage, un courage qui est intellectuel mais aussi physique, de le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je suis assez fier de toutes les réformes que nous avions faites. C'était des réformes qui allaient dans le sens de ce que Nathalie disait, d'avoir plus donné aux entreprises cette capacité d'innover et d'avoir la liberté et d'aller vers le futur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir refaire un peu ça, c'est de repenser aujourd'hui au Portugal, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les mois à venir pour redonner quelque chose aux entreprises. Je pense qu'on parle beaucoup et très bien des gens, mais les gens, ils dépendent de leurs emplois. Et les emplois, c'est les entreprises qui créent ces emplois, ce n'est pas le gouvernement qui crée ces emplois. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de sauver des vies, donc c'est la partie santé publique. Demain, il va falloir sauver des entreprises. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire maintenant pour qu'il y ait des jobs, pour qu'il y ait de l'emploi. Et ça, il faut revoir dans notre capacité comme pays, soit les réformes qu'on appelait à l'époque structurelles, mais qui étaient simplement de donner plus de liberté aux entreprises pour créer, pour la créativité. Donc, c'est ça qu'il va falloir revoir et refaire et donner cet espoir. Mais comme tu dis, il faut dire la vérité, mais il faut aussi donner de l'espoir. Et je pense que quand on voit tout ce qui s'est fait dans ce pays dans les derniers 20 ans, moi, comme Portugais, je suis très fier et je suis encore plus fier quand je vois toute la communauté française ou des gens comme Nathalie, qui est chef d'entreprise ici, de voir ce que vous voyez en Portugal. Ce n'était pas le Portugal dont je suis né. Moi, je suis né en 1970 dans un Portugal qui était encore un noir et blanc. Et ce Portugal avec des couleurs, il est quelque chose d'assez récent et de magnifique et que c'est le résultat de tout ça. Donc, il faut continuer. Et je dis à la communauté française, vous avez fait tellement dans les dernières années dans les entreprises, il faut être soudés, il faut passer ce mauvais moment, mais on va passer ensemble et on va continuer dans le chemin que nous étions avant. Donc, il faut y aller.
Alors, merci Carlos. Écoute, là, on te remercie, mais on sait qu'on a toujours eu beaucoup d'écoute et que ce pays, et toi notamment, a tellement fait pour nous aider à être bien, y compris personnellement, et c'est important aussi. Carlos, il y a une question, je vois passer les questions, on va essayer d'être rapide, qui est passée, que je trouve très intéressante. Comment est-ce qu'on va faire pour aider les pays du nord de l'Europe, les pays riches, à être solidaires alors qu'ils vont avoir eux-mêmes leurs propres problèmes à gérer? Comment tu vois ça, cette opposition nord-sud? Je n'aime pas l'appeler nord-sud, mais quasiment nord-sud au sein de notre vieux continent. Je pense que d'abord, les pays du Nord, ils sont rien sans les pays du Sud. Donc, en fait, je pense que quand on voit, j'ai eu beaucoup de conversations avec nos amis néerlandais et de voir aujourd'hui ce que c'est les Pays-Bas, ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont un marché européen. Et donc, cette notion de marché unique que nous avons, c'est quelque chose de tellement beau, c'est un rêve incroyable. Aujourd'hui, il va être encore plus important d'être soudé. Et Jean-Pierre le disait sur l'euro, on ne voit plus les gens dire qu'ils veulent partir de l'euro. Et il y a une raison, c'est parce que, comme il disait, c'est un bouclier qui nous défend. Et quand on voit ces politiciens, moi, je vous donne un exemple. Il y a un an, j'étais aux Pays-Bas, j'ai fait une conférence, j'ai parlé de l'Europe et j'étais vraiment applaudi par tous ces jeunes néerlandais. Et le ministre néerlandais arrive, il n'a pas parlé de l'Europe, il n'a pas remercié l'Europe, il a parlé que de la partie nationale. Et à la fin, je lui ai dit, mais écoute, pourquoi est-ce que tu ne parles pas plus de l'Europe? Il disait, parce qu'avant, les gens, ils ne voulaient pas ça. Et aujourd'hui, on sent dans les jeunes générations, les start-upers, ils sont les plus grands pro-européens. Et ça me donne beaucoup d'espoir parce que tous ces start-upers, tous ces gens incroyables partout en Europe, ils n'ont plus cette mentalité du nord-sud et celui qui donne et celui qui reçoit. Mais il va falloir continuer dans cette politique d'expliquer l'Europe et de montrer au nord qu'eux, ils ont besoin de nous et nous, on a besoin d'eux. Et que tout ça, ça fait partie de vivre ensemble et de partager notre souveraineté. Il faut arrêter un peu la conversation que chacun de nous est souverain, parce que nous ne sommes pas souverains tout seuls, nous sommes souverains dans l'ensemble. Et donc, c'est important de continuer. Je vois ça comme politicien, qu'en fait, cette dichotomie, elle est créée exactement par les populistes. Et il faut le combattre. Il faut le combattre avec beaucoup d'histoire. Et je pense que l'Europe, parfois, raconte pas bien son histoire. Et il faut qu'on raconte mieux les histoires. Je vois ici une question, par exemple, Tu l'as sur vu la passer, Cour oui. constitutionnelle en Allemagne Voilà. et de la BCE. Bien sûr que l'Europe prend son temps. Bien sûr qu'il y a toutes ces institutions que parfois nous font paraître que ça avance pas. On peut se plaindre de la Cour constitutionnelle allemande, mais elle est ce qu'elle est, comme la Cour constitutionnelle portugaise ou d'autres. Mais je dirais qu'on voit que dans le temps, ça avance. Ça avance, mais c'est lent. L'Europe est lente. Mais l'alternative à l'Europe, c'est la guerre. Et donc, on ne veut pas cette alternative. Et il faut toujours dire, OK, le système, il a été construit pour être lent. Et je pense que nous, notre génération, on lutte pour le changer. Le digital va être un grand outil pour le changer, mais il est lent. C'est vrai qu'il est lent, mais il avance. Et moi, j'ai très peur de l'alternative à cette lenteur européenne. Carlos, écoute, si un jour tu devais être candidat à d'autres fonctions, je voterais pour toi. Voilà, c'était non, c'était très bien. Vous savez, il y a une chose qui me réjouit aussi, c'est le nombre des participants. On est nombreux et je me réjouis et je vous remercie d'être resté avec nous. On va faire une chose. Vous savez, on avait dit avec Julien qu'on se donnerait 1 heure. Alors, on va faire une chose que les Français et les Portugais font très bien parce qu'on est tous des gens de qualité. On va respecter les timings, c'est-à-dire on parle depuis 57 minutes et 40 secondes. Je vais vous donner, vous savez, en France, quand j'étais jeune, il y avait des débats politiques, c'était les balbutiements, c'était presque, Carlos, on était aussi un pays en noir et blanc, ne te trompe pas, il n'y avait pas que le Portugal. Et donc, on donnait aux hommes politiques à la fin et aux femmes politiques un temps pour conclure. Eh bien, je vais vous donner un temps pour conclure ce soir, parce que vous nous avez fait l'amitié
de nous apporter beaucoup. C'est important tout ce qui a été dit, c'est important de comprendre opérationnellement ce que l'on peut faire, stratégiquement ce que l'on doit faire, de comprendre ce qui nous attend. C'est en étant des citoyens et des entrepreneurs responsables qu'on gérera d'autant mieux ce qui nous attend qu'en étant ou dans l'illusion ou dans ce que font très bien les populistes dans le mensonge. Donc, je vais vous donner à tous les trois 1 minute 15 pour conclure et pour délivrer un message que vous souhaitez délivrer. Il peut venir de questions que vous avez vues passer ou il peut venir simplement je sais que vous le faites très bien, je vous connais tous les trois et voilà, délivrez-nous un message final qui, j'espère, sera optimiste parce que de toute façon, dans la vie, on n'a pas d'autre alternative. Alors, je vais peut-être demander à Jean-Pierre de commencer et je donnerai la parole en dernier à Carlos Moedas. Jean-Pierre. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que je pense que cette crise, elle peut être un accélérateur des bonnes choses qui existaient, qui étaient naissantes avant la crise. Je pense qu'au fond, avant la crise, on avait les ruptures technologiques qui sont porteurs d'espoir. On voit qu'elles s'accélèrent et elles se présentent des risques, mais elles sont porteuses d'espoir. On avait la préoccupation de l'impact de l'entreprise et notamment les questions environnementales. On voit que la crise amène non pas à dire on met l'environnement derrière nous, mais au contraire à considérer que c'est une nécessité et que, au fond, la prochaine crise pourrait venir directement d'une question plus environnementale. Et puis, il y avait un autre sujet aussi qui était la question des inégalités, dont on n'a pas parlé ce soir, qui était très présent aussi avant la crise, notamment dans nos pays riches, entre guillemets, du creusement des inégalités. Et on voit que les actions de solidarité aujourd'hui, que la redécouverte des métiers qu'on dit invisibles, la reconnaissance des métiers invisibles concourent justement à essayer de combler ces inégalités. Donc, je pense que si on porte la voix, si par ces débats, par des tribunes, par des discussions, par des actions, on pousse sur ces trois éléments, technologie, impact environnemental et inégalité, si cette crise peut amener à combiner, à régler ou à faire avancer ces trois sujets, je pense qu'on peut s'en sortir et s'en sortir mieux qu'avant, même si ce sera difficile. Et je terminerai par un espoir pour Carlos qui pousse un maximum, parce que je pense qu'une des solutions aussi pour régler ces questions, c'est un grand plan d'investissement sur l'environnement, en partie sur les infrastructures, sur la santé, et que ça, ces grands investissements, ils doivent être faits au niveau européen. Et donc, c'est une demande que je fais à Carlos pour terminer. Jean-Pierre, merci. Merci d'avoir participé, de t'être rendu disponible et d'avoir aussi bien joué le jeu. Nathalie. On continuera autour d'un verre après, c'est ça? Bien sûr. Regarde, j'ai déjà le mien. Nathalie. Je rejoins pleinement ce que dit Jean-Pierre, hein, et ce que je pourrais rajouter, c'est que de ces trois éléments, pour moi, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Et quand je dis ce virus, quelque part, aujourd'hui, on parle du Covid-19. Demain, ça peut être déjà, il n'est pas parti. Hein, donc, il ne faut pas qu'on attende qu'il soit parti pour essayer de revivre. Il faut dès à présent réapprendre à vivre avec ce virus. Demain, ça peut être un autre. J'ai vu dans les questions, on parlait de virus informatique. Et c'est un très bon point, puisque justement, on augmente la digitalisation et aussi bien le virus de Covid, on avait parlé depuis longtemps, on n'a pas pris vraiment à la hauteur de ce qu'il en était. Sur le virus informatique, c'est pareil, il y a énormément de choses à faire, il faut qu'on s'y prépare. Et donc c'est quelque chose, en tout cas, comme on parle de leçons par rapport à ça, c'est quelque chose, je pense qu'il est important aussi bien en tant qu'entreprise, mais en tant que citoyen, en tant que aussi toutes nos institutions, d'apprendre à vivre avec ces virus sous quelle forme qu'ils soient, de les accepter et de pouvoir collectivement, et vraiment j'insiste beaucoup sur cet aspect de solidarité collective, qui est une grande leçon de cette crise et qui pourra nous aider non seulement à en sortir, mais aussi à affronter les autres, parce qu'il y en aura d'autres. Et que ça fait partie, je pense, de notre monde de demain.
Merci beaucoup, Nathalie. Merci d'avoir participé toi aussi avec, comme toujours, beaucoup d'à-propos. Carlos, Euh, Moi, je vous laisse un message d'espoir dans le sens que imaginez cette crise il y a 50 ans. Imaginez cette crise quand il n'y avait pas le digital, quand il n'y avait pas Zoom, quand il n'y avait pas Teams, qu'on ne pouvait pas parler, qu'on ne pouvait pas communiquer de la même façon qu'on le fait aujourd'hui. Imaginez cette crise il y a 50 ans où en fait les scientifiques n'étaient pas au point comme ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs un Français qui est un très bon ami, qui a une entreprise qui s'appelle Moderna à Boston et qui est déjà dans phase 2 de clinical trials pour le vaccin et qui commencera à vendre le vaccin au mois d'octobre et de se dire qu'en fait, la science est en fait notre seule exit strategy et qu'aujourd'hui, la science est tellement avancée et qu'elle est tellement européenne. Moderna, cette entreprise, elle est européenne, gérée par un Français de Marseille. CureVac est une entreprise allemande, gérée par un Autrichien, la deuxième au niveau du vaccin. Et tout cela a été fait dans une vitesse incroyable. On est en train de produire à chaque 14 jours, on double le nombre d'articles scientifiques sur le Covid. Donc, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je pense qu'il faut avoir effectivement cet espoir. Ça sera un événement qu'on parlera encore dans 400, 500 ans, je suis sûr. Ça sera un événement que marquera l'humanité. Et nous, on a eu d'une certaine façon cette unique partie de ce moment dans la vie de notre planète, d'être là, présent à ce moment. Je pense qu'il faut aussi penser de cette façon-là. Je vous souhaite beaucoup de bien. Je te souhaite à toi, Pierre, et à Julien, que tellement vous avez donné pour la communauté ici au Portugal, de votre amitié, de votre engagement. La politique, c'est aussi ça. C'est la politique bottom-up. C'est se mettre dans un groupe et lutter pour un monde mieux. Et votre monde, c'est ce monde extraordinaire qui est un monde entre le Portugal et la France. Je pense qu'il n'y a pas un monde mieux. Moi, je vis dans ce monde depuis beaucoup d'années et c'est un monde extraordinaire. Donc, bien à vous et bonne chance pour les élections. merci beaucoup, Carlos. Que dire à cette conclusion si amicale et si sympa? Écoutez, je tenais vraiment à vous remercier à tous. Le seul message que je voudrais délivrer, c'est juste répéter les mots qui ont été les vôtres. Et je parlerai de bienveillance, je parlerai d'interdépendance, je parlerai de solidarité et je parlerai d'amitié. Je lis un livre magnifique d'Amin Malouf et j'ai trouvé un chapitre sur les grandes pestes au XVIe siècle dans le Maghreb et je nous souhaite tout ça. À la fin, il y a une grande peste qui atteint tout le Maghreb et le plus dur, le sultan demande à qui était un type très bienveillant, demande à ses hommes et femmes malgré tout de recommencer à vivre. Alors je nous souhaite à tous de recommencer à vivre avec prudence et avec le plus possible de bonnes choses pour remettre le monde qui est en train de s'effondrer sur ses pieds et très vite retrouver les chemins d'une croissance durable. Je vous remercie à tous, je vous salue et j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.